Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui à ce premier événement de notre rentrée 2021-2022 de l'Institut d'études internationales de Montréal. Mon nom est François Audet. Je suis donc le directeur de l'IEM, professeur à l'École des sciences de gestion. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir officiellement à cette activité de rentrée qui est très particulière et je tiens à le dire parce qu'on a enfin quitté le Zoom pour être en format hybride. Alors, j'ai pour la première fois depuis 18 mois des collègues autour de moi, une équipe, l'équipe de l'IEM plus loin. Alors, je les remercie tous et toutes d'être ici avec nous pour ce premier événement test, donc en format hybride. Et je vous remercie, vous aussi, qui êtes restés chez vous dans vos bureaux pour nous écouter en si grand nombre. Merci énormément. Je ne peux pas évidemment saluer tout le monde, mais je tiens quand même à saluer notre président Bernard de Rome. Donc, merci d'être là, Bernard. Donc, première activité qui porte évidemment sur l'enjeu en fait central de regard de l'IEM, c'est-à-dire les enjeux internationaux, politique internationale, et particulièrement 5 éléments spécifiques que nous allons identifier dans les prochaines minutes. Mais avant d'aller plus loin, je me permets évidemment d'introduire notre rectrice, Magda Fusaro, qui est également avec nous aujourd'hui. Et ça me fait extrêmement plaisir de la recevoir et qui va donc faire le mot de bienvenue. Merci. Magda. Je vais le faire. Petit Merci. Bonjour à vous toutes et tous. Je vais bouger un peu le micro. À vous également qui effectivement assistez à cette table ronde en format virtuel et je vous sais nombreux et nombreuses derrière vos écrans. Mes salutations à nos diplomates en résidence, au président de l'Institut, M. de Rome, qui est également bien sûr en ligne. Un bonjour à vous, chers et chers panélistes, qui prenez part à cette très belle initiative. Et je salue le modérateur, bien sûr. Un grand merci à l'Institut d'études internationales de Montréal, à son directeur, cher François, de me donner l'occasion d'ouvrir leur tout premier événement en mode hybride. Après plus d'une année d'une programmation zoomesque et autres technologies, uniquement virtuelle, je suis ravie, bien heureuse de vous retrouver toutes et tous en personne. J'aimerais dans un premier temps souligner l'honneur d'avoir à l'UQAM des chercheuses et des chercheurs tels que vous, hors normes, qui s'illustrent sur la scène internationale. Leurs travaux extraordinaires, et je pèse le poids de mes mots, en font de véritables ambassadrices, ambassadeurs de mon institution, de notre université. L'Institut soutient et renforce l'internationalisation de nos pratiques, de nos formations, grâce à la multiplication des échanges dans une optique de mobilisation du savoir et des connaissances. Ce n'est pas que le secteur de la recherche qui en sort gagnant. Ce n'est pas non plus que l'UQAM qui en tire profit, mais bel et bien toute la société qui en bénéficie, ses concitoyens, ses concitoyennes. J'aimerais également profiter de cette occasion, pour rappeler le rôle crucial des universités dans la diffusion du savoir et de la connaissance, que ce soit auprès de la population en général, pour la renseigner, auprès des décideurs publics, et vous avez ici un brillant exemple de ce que font nos chercheurs et nos chercheuses pour les éclairer dans leur prise de décision. La collaboration interuniversitaire également est d'autant plus essentielle que c'est par le partage de nos réflexions, de nos recherches, que cette société dans laquelle nous vivons avance, évolue, se transforme. Je ne pourrai malheureusement être avec vous pour toute la durée de cette table ronde, ce qui me chagrine beaucoup. Ces questions m'interpellent, l'international me tient beaucoup à cœur, celles et ceux qui travaillent avec moi le savent. Néanmoins, d'autres urgences aujourd'hui font en sorte que je ne peux rester. Mais je vous écouterai certainement en rediffusion et j'aimerais vous entendre, notamment sur le scrutin qui vient d'avoir lieu, sur ces élections fédérales dont on attendait peut-être très peu, mais qui risquent néanmoins de jouer un certain rôle. J'ai bien hâte, de vous entendre. Je reviens à vos expertises, chers collègues. Vous êtes invités sur différentes tribunes et vous apportez un éclairage important sur les grands enjeux. Ces interventions, en fait, je pourrais dire vos interventions, puisque vous y prenez part de manière importante et vous mentionnez à chaque fois le nom de notre institution. Quelle fierté! C'est grâce à vous que nous rayonnons. Vos interventions judicieuses, pertinentes, sont recherchées également par les autorités gouvernementales. Elles rejaillissent aussi sur nos étudiantes et nos étudiants. Nous n'oublions pas que c'est notre mission fondamentale. Par vos prises de parole, vous faites rayonner l'UQAM et l'ensemble des personnes qui étudient et y travaillent. J'en profite enfin pour vous souligner l'importance de la mission de l'Institut d'études internationales de Montréal dans le rayonnement de notre université et de souligner également
que vous hébergez, l'Institut, un think tank depuis 2018 de mémoire, et que vous avez d'ores et déjà 9 fellows. Je veux être fellow d'ailleurs, j'en fais la demande devant tout le monde. Vous ne pourrez pas refuser, cher directeur. Non, plus sérieusement, quelle belle réalisation. Et depuis 20 ans, l'Institut se démarque, vous l'aidez à se démarquer, je ne peux que vous féliciter, à nouveau vous encourager, et vous savez, l'UQAM est extrêmement fier de vous avoir, vous toutes et vous tous. Un grand merci et de très belles discussions, et veuillez à nouveau m'excuser. Merci. Merci beaucoup, chère Magda, pour ces bons mots et cette introduction. On prend bonne note de notre agenda pour les fellows. Hein, donc, à la suite de ton mandat, avec grand plaisir, on pourra en discuter, mais on va te laisser terminer ton mandat quand même. Tu as souligné avec justesse, évidemment, le think tank. Donc, je tiens aussi à en profiter pour remercier le ministère des Relations internationales du Québec qui soutient l'Institut et plusieurs de ses membres, d'ailleurs, depuis des années. Donc, Magda a déjà avancé avec certains éléments de contexte que nous allons discuter dans les prochaines minutes. Donc, contexte particulier, il va sans dire. Je crois que je peux dire sans me tromper que le monde est fragile, la planète se réchauffe, on n'est pas sorti non plus de la pandémie. Et comme l'a souligné Magda aussi, évidemment, ici au Canada, on a vu la réélection du premier ministre Justin Trudeau dans un mandat minoritaire, avec donc une temporalité qu'on ne connaît pas, espérons au moins 2 ans. Je tiens à le souligner parce qu'évidemment, ça change un peu les choses de savoir si le gouvernement doit faire des compromis à l'interne, notamment sur les enjeux climatiques ou autres, ou a plein pouvoir pour pouvoir faire son mandat. Cette activité, donc, aujourd'hui, lance, je dirais, les hostilités de notre agenda, un agenda sous le thème, je tiens à le dire, repenser l'ordre mondial dans une projection post-pandémie, un agenda, donc, qui a été mis de l'avant par le comité scientifique de l'IEIM. Et qui nous permet aujourd'hui donc d'aller de l'avant avec 5 éléments clés que nous allons discuter. Alors, je vais les nommer symboliquement, mais je vais laisser mes collègues, évidemment, vous les exposer plus spécifiquement. Donc, on en a déjà parlé. Les changements climatiques, évidemment, toujours à l'ordre du jour. En fait, ne jamais cesser d'être à l'ordre du jour, malgré le fait que l'épidémie aura un peu éclipsé cet agenda-là, évidemment, depuis près de 2 ans. L'équité vaccinale, donc, toujours un enjeu. En fait, la pandémie a touché de manière inéquitable la planète. Certaines régions et États du monde sont mieux protégés que d'autres. C'est le cas du Canada, avec des taux importants de vaccination. Alors, quel est le rôle du Canada dans cet effort de vacciner le reste de la planète? Ce désordre-là fait en sorte, évidemment, d'avoir créé énormément de déplacements sur la planète. Donc, les enjeux migratoires, les enjeux des frontières vont également être abordés aujourd'hui. On ne peut pas y échapper avec ce qu'on a vu depuis quelques semaines. La situation en Afghanistan, qui a été, et mon collègue saura le dire, probablement l'un des pays où le Canada a le plus investi ces dernières années, ces dernières décennies. Quel est notre rôle, notre responsabilité? Et aujourd'hui, effectivement, quelle est notre responsabilité étant donné le retour des talibans au pouvoir? Et enfin, l'éléphant dans la pièce, notre voisin du Sud, les États-Unis, évidemment, un acteur toujours majeur et considérable dans l'ensemble de nos décisions internationales, sera également à l'ordre du jour. Donc, 5 défis et enjeux que nous avons identifiés comme étant fondamentaux à discuter aujourd'hui. Et je réitère, très important de souligner que, et je pense que mes collègues vont être d'accord, qu'il y a eu très peu de conversations, très peu de débats, pour ne pas dire pas du tout, sur la politique internationale du Canada durant le débat électoral. On n'a pas entendu aucune formulation de politique d'aucun parti par ailleurs, et non plus du gouvernement qui a été élu. Alors, c'est d'autant plus inquiétant, et je suis convaincu que mes collègues, experts aussi dans leur domaine, dans leur domaine respectif sur la scène internationale, pourront également valider cette hypothèse-là. Donc, c'est d'autant plus important qu'une organisation comme l'Institut ici, les experts de l'UQAM, mettent de l'avant ces enjeux-là qui n'ont malheureusement pas été soulignés lors de la campagne électorale. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre modérateur, mon collègue Patrick White. Donc, je le souligne, il est professeur à l'école de journalisme, professeur de journalisme à l'école des médias de l'UQAM, évidemment, animateur de longue date, et sera très
très certainement créer beaucoup de synergie avec nos collègues ici. Patrick, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les gens qui sont ici et qui nous écoutent à la maison ou au bureau via le Zoom. Alors évidemment, très important de parler de cette campagne électorale-là où la politique étrangère a été littéralement un parent pauvre, malgré les ambitions du Canada au plan environnemental. Évidemment, les incertitudes en ce moment, on les connaît grandement, les enjeux sanitaires, sécuritaires, environnementaux. Le Canada qui est absent au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2010. L'adoption récente du rapport du GIEC sur le climat, on voit vraiment qu'on a réaffirmé que le changement climatique d'origine anthropique a déjà des conséquences irréversibles. On a parlé, François en a parlé, l'immigration, 31 millions de déplacements en 2020 liés à la question climatique. Évidemment, c'est la protection des écosystèmes qui est au cœur de tout ça. Et évidemment, la COVID-19, l'enjeu sanitaire, c'est loin d'être terminé. On n'est pas sorti du bois, comme on dit, la 4e vague qui s'impose dans plusieurs régions du monde. La question de la gestion des frontières, oui, canado-américaines, mais on regarde ce qui se passe au Texas aujourd'hui, avec plus de 10 000 migrants haïtiens qui sont refoulés en ce moment vers Haïti. Ils sont arrivés du Mexique, donc il y a un enjeu très important de la frontière américaine avec le Mexique également. On parle du Moyen-Orient aujourd'hui, évidemment, et de l'Asie. Il y a les talibans qui ont repris le pouvoir après 20 ans de guerre avec les États-Unis et la coalition internationale. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup le temps de parler de la Chine aujourd'hui, mais ça demeure quand même un enjeu majeur. La Chine, avec son système de censure, une emprise incroyable sur le numérique, la surveillance massive des citoyens. Et la semaine dernière, le coup de tonnerre, le coup de poignard des États-Unis envers la France, un contrat de sous-marin avec la France annulé par l'Australie. Et c'est une alliance maintenant entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni pour évidemment faire face à cette guerre froide avec la Chine qui est commencée à peine. Et évidemment, les enjeux de cybersécurité qui me tiennent vraiment à cœur. Je me demande comment, à quel moment est-ce que le gouvernement canadien va se réveiller sur la question des cyberattaques et la cybersécurité qui est tellement développée dans des pays comme Israël que j'ai pu visiter il y a quelques années. Alors, pour parler de ces enjeux-là, les défis de la politique étrangère canadienne, quelques jours, 3-4 jours après la fin de la campagne électorale fédérale, 5 panélistes avec nous aujourd'hui. Commençons d'abord avec Benoît Barbeau. Bonjour Benoît. Vous êtes virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et tu vas nous parler davantage de la lutte contre la pandémie dans le monde et de COVAX. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, on m'entend bien. Oui, bonjour. Alors, eh bien, comme... Je vais juste présenter les gens et je reviens à vous dans quelques instants. Je présente les gens et on commence le premier tour. Il va y avoir 2 tours de table et les questions du public par la suite. Frédéric Gagnon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que tu es professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Donc, tu es également titulaire et tu vas nous parler essentiellement aujourd'hui de la frontière canado-américaine et plus largement des relations Canada-États-Unis. Merci, Frédéric. Merci, Patrick. Maya Yegen, bonjour. Bonjour. Professeure au département de sciences politiques et vice-doyenne à la recherche de la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM. Tu vas nous parler des changements climatiques, du rapport du GIEC et de la COP 26. Merci d'être là ce midi. Justin Massy, bonjour. Bonjour. Alors, Justin, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique le RAS. On va parler davantage de l'Afghanistan et de sécurité. Merci d'être là. Ndeye Dianba Nidaye, professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM, directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile, l'OMIRAS, et vous allez nous parler ce midi des migrations dans un contexte de sécurisation des frontières. Merci d'être là ce midi. Bonjour Patrick, merci beaucoup. Alors, le déroulement de la table ronde aujourd'hui, alors 2 tours de table, 5 minutes par panéliste, suivi d'une période d'échange et de questions avec le public sur place ici et les gens qui sont en ligne. Donc, vers 2h moins 20, nous allons commencer à répondre à vos questions. On commence tout de suite avec le premier tour de table. C'est vraiment l'état des lieux dans votre perspective d'expert à chacun. C'est quoi les constats, les impressions sur l'importance ou non qu'on a accordée aux défis de la politique étrangère
canadienne et plus précisément dans le contexte de la récente campagne électorale fédérale. Jocelyn Coulon a parlé de manque d'audace cette semaine. Il parle même d'une version Disneyland, une vision Disneyland des relations avec la Chine et les États-Unis. On va commencer avec vous, Benoît Barbeau. Oui, merci. Désolé de cette erreur au tout début. En fait, comme l'a mentionné, je vais évidemment parler un peu de la pandémie, telle qu'évidemment le Canada l'a vécu et continue à la vivre, évidemment. C'est une situation, évidemment, qui est devenue très fort complexe au tout début. Là, on parle de mars 2020. Et puis, je crois que les relations internationales, ou plutôt le partage des données, des informations par rapport au début de la pandémie a été quand même à notre faveur. Je crois qu'il y a eu quand même un réveil international au niveau de la communauté scientifique et à bien des égards, donc pour permettre justement, face au virus justement qui était là en cause devant cette pandémie, de bien nous préparer, mais aussi également d'agir rapidement. Il faut mentionner que, et là je fais un petit historique, là, parce qu'il faut mentionner quand même qu'au Canada, on était un peu comme aussi les autres pays européens, confiants. On s'attendait à ce que un peu ce qui se vivait en Chine n'allait pas nous frapper au même titre au Canada. On avait vécu la fameuse, le SRAS en 2003. On avait quand même extrêmement bien agi. Et puis, la deuxième vague avait été à peine perceptible. Donc, en d'autres mots, on avait les outils nécessaires justement pour bien contrôler cette nouvelle édition du SRAS-CoV, donc qu'on a appelé évidemment le SRAS-CoV-2. Ceci dit, comme vous le savez tous, maintenant, on s'est aperçu qu'on s'est drôlement trompé. Alors, bien qu'on avait tous les tests nécessaires, en fait, les tests sont arrivés très rapidement. Donc, on a eu la séquence du génome du virus rapidement. On s'est aperçu vraiment qu'on était très peu bien armés justement pour faire face à un nouvel ennemi. Et d'une part, en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune préparation. On doit se rappeler justement de la crise au niveau de tout ce qui était équipement de protection individuelle qui a sévèrement manqué justement dans tout ce qui était les institutions de soins de santé. On doit se rappeler aussi de notre capacité de dépister justement les gens qui étaient infectés. On a quand même eu des ratés à ce niveau-là. Donc, au niveau fédéral, on s'est aperçu, on a vu principalement que notre préparation pour une telle pandémie, on le savait qu'elle s'en venait. Donc, ce n'était pas quelque chose qui n'était pas sur le radar d'aucun des pays. On savait qu'il y aurait sûrement une pandémie éventuellement qui pourrait vraiment causer problème. Et c'est ce que, justement, on s'est aperçu. On était face, justement, à une pandémie qui était hautement transmissible, un virus qui était hautement transmissible et qui causait, justement, des problèmes au niveau des soins de santé. Maintenant, on a quand même aussi eu d'autres lacunes et donc, je les aborderai peut-être un peu plus en détail dans la deuxième tour de questions. En fait, au niveau des vaccins. Et puis, au niveau des vaccins, bien, on a eu quand même beaucoup de difficultés à s'assurer justement d'une continuité au niveau de la disponibilité des doses vaccinales. On avait en fait une dépendance auprès des pays, évidemment les autres pays qui étaient producteurs des doses vaccinales. Et ça, en fait, ça reflète justement un problème qui était assez important, qui datait de plusieurs décennies au niveau du Canada, dans lequel vraiment on n'avait aucune capacité vraiment de produire nous-mêmes nos vaccins. Et puis donc, on a beaucoup eu recours, évidemment, à différents pays, les pays producteurs des vaccins. On a, évidemment, en Inde, pour ce qui est du Covishield, qui est la version d'AstraZeneca, et les autres pays européens, et aussi, évidemment, les États-Unis pour ce qui est des autres vaccins, qui étaient les vaccins Pfizer et Moderna. Alors ça, en effet, ça nous a démontré qu'on avait une certaine fragilité au niveau de nous défendre, et puis donc, ça nous a exposé à être dépendants des pays à l'extérieur. On avait eu quand même une première ouverture avec la Chine, et j'ose parler de la Chine très momentanément, puisqu'en plus de ça, évidemment, on se rappelle que évidemment, le virus a premièrement été détecté en Chine, mais n'empêche qu'en Chine, évidemment, on avait une première interaction, puis on s'est aperçu justement que malheureusement, ça n'a pas bien fonctionné, mais on ne sait pas exactement quelles sont les raisons, mais certainement, on avait une capacité d'aider un vaccin, justement, qui était produit en Chine pour éventuellement qu'on ait une certaine disponibilité. Et puis, l'autre point qui est très important, et donc le temps court, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Il reste encore 2 minutes pour parler peut-être de comment ce thème-là a été bien entendu ou non durant la campagne électorale. Pardon? Excusez? Est-ce que ton thème, ton thème... Oui, exactement. Donc, ouais. En fait, on a entendu parler beaucoup de la capacité au niveau du Canada de produire nous-mêmes nos vaccins. Donc, entre autres, une des grandes annonces, justement, que le premier ministre a lancée, c'est l'ouverture, justement,
d'un endroit d'un lieu qui est encore inconnu, où qu'on pourrait produire nous-mêmes les vaccins ARN de type Moderna. Ça a été lancé, donc ça a été annoncé. Je ne crois pas que ça a percolé extrêmement, de façon très efficace à travers la campagne. Je n'ai pas entendu énormément de points. Mais le dernier point sur lequel je voudrais mentionner, c'est qu'au niveau de l'équité, justement, qui est très important, au niveau de notre capacité de contribuer justement à une campagne vaccinale mondiale, et non pas sous forme de ghetto, comme dirait François, mais en fait de s'assurer justement qu'on protège non pas le Canada, mais aussi l'extérieur. Puis ça, c'est très important au niveau justement de notre lutte contre la pandémie. Je crois que ça n'a pas trop été abordé. Et on sait justement qu'il y a un organisme qui s'appelle le COVAX, qui est très important et qui nous permettrait justement de mieux gérer justement la pandémie au niveau mondial. Et ça, en soi, il y a des problèmes actuels avec cet organisme COVAX, à savoir la disponibilité des doses vaccinales, mais surtout la capacité de pouvoir acheminer ces doses vaccinales en temps dans les différents pays qui ont autant besoin justement d'être vaccinés et dont la couverture vaccinale est extrêmement plus faible comparativement au Canada. Alors, on a entendu ici et là parler de vaccins au niveau, est-ce que vous êtes pro ou anti-vaccin, dans le sens que est-ce que vous imposeriez le vaccin, et ainsi de suite, mais n'empêche que ça n'a été pas trop abordé. Et je crois qu'à l'échelle mondiale, ça en soi, ça a été un sujet qui a été manqué de la part des différents partis. Merci, Benoît Barbeau. On poursuit en ordre alphabétique. Frédéric Gagnon, la question de la frontière canado-américaine, les relations tellement importantes du Canada avec les États-Unis. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une écoute ou une discussion publique qui s'est faite durant la campagne? Non. Je pense qu'on peut passer au suivant. Non, je rigole, mais on n'a pas parlé de politique internationale. Je pense que Justin va en parler. Je l'ai vu sur les médias sociaux dire où sont les débats sur la politique étrangère canadienne dans cette campagne électorale. D'autres collègues aussi l'ont dit, Jonathan Paquin à l'Université Laval, des collègues aussi dans les autres provinces du Canada. Il y a une quarantaine de chercheurs, professeurs, anciens ambassadeurs qui ont signé une lettre à un moment donné pour dire où est la politique étrangère dans tout ça. Moi, je surveillais évidemment les enjeux liés à la relation avec les États-Unis. Et j'ai eu l'impression à certains moments que nos voisins américains parlaient plus de nous qu'on parlait d'eux. Souvenez-vous, dans le dernier droit de la campagne, Barack Obama, Hillary Clinton ont appuyé Justin Trudeau officiellement sur les médias sociaux. Bernie Sanders a appuyé Jack Meeting. Donc, c'est comme si on regardait ce qui se passe au Canada alors que nos chefs de parti ont très peu abordé les enjeux de la relation canado-américaine. Vous voulez un exemple? Regardez les plateformes électorales des partis. Celui qui a gagné, le Parti libéral, a mentionné le mot États-Unis 6 fois dans sa plateforme électorale, une plateforme électorale qui faisait 103 pages. Et à certains moments, on nous parle des États-Unis pour dire que le Canada fait mieux dans la création d'emplois dans le contexte de la COVID-19, mais on aborde très peu les grands enjeux qui restent non résolus, qui restent sur la table en ce moment. Jocelyn Coulon disait, on a l'impression de vivre, d'être à Disneyland. Je pense que sur la relation canado-américaine, c'est un peu ça. Hein? Comme si l'élection de Joe Biden avait totalement changé la donne. Lui qui est gentil avec M. Trudeau, lui qui a une relation cordiale sur le plan personnel avec M. Trudeau, beaucoup plus que c'était le cas lorsque M. Trump était président. Mais il y a une tonne d'enjeux qui restent, dont il faut discuter, à mon avis, en ce moment. Le jour du vote, on a appris, par exemple, que les États-Unis avaient décidé de maintenir la frontière canado-américaine, la frontière terrestre, fermée aux voyages non essentiels. Ça, c'est grave. Les conséquences sont graves, là. Oui, absolument. Si vous parlez à des gens qui habitent dans la région transfrontalière, parfois il y a même des histoires personnelles de couples, de personnes qui habitent des deux côtés de la frontière et qui ont de la difficulté à se voir autrement que sur Zoom en ce moment. C'est anecdotique, mais ça a des effets sur le tourisme, ça a eu des effets sur les chercheurs universitaires qui veulent peut-être aller passer un semestre aux États-Unis en 2022. Et on a posé la question à M. Trudeau durant un des débats francophones sur la frontière. Qu'est-ce qui se passe à la frontière? Qu'est-ce qui fait que Washington n'ouvre pas sa frontière rapidement alors que nous, on a décidé d'aller un petit peu plus vite? Et on a entendu des platitudes, finalement, très peu de détails sur ce que Ottawa fait. Je suis sûr qu'ils font des choses, mais il me semble que la campagne électorale aurait peut-être été un moment intéressant où on aurait pu discuter un petit peu plus de ce qu'on peut faire concrètement. Et si on ne peut pas faire grand-chose concrètement, est-ce que c'est signe que l'influence du Canada aux États-Unis a diminué peut-être depuis quelques années, peut-être un legs de la présidence Trump où M. Trump malmène l'allié canadien.
et en vient à dire, on aime bien nos alliés, mais on va penser à nous avant tout. Et je vais peut-être terminer là-dessus, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'élection de Biden ne change pas tout. C'est vrai que dans les sondages d'opinion, les Canadiens et Canadiennes, on voit ça tout le temps, un démocrate est élu et tout à coup, on a l'impression que ça va bien aller, on aime les États-Unis, on a l'impression que tout va se régler. Mais sur la frontière, ce n'est pas encore réglé. On ne sait pas encore ce que le nationalisme économique de M. Biden et ses mesures Buy American en matière de commerce, on ne sait pas quel sera l'effet de ça sur l'accès des compagnies canadiennes, des entreprises canadiennes au marché américain dans le contexte de la relance économique et de la révolution verte que propose M. Biden. Je suis sûr que Justin Massy va parler de la nouvelle alliance de sécurité entre le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis. Je vais lui laisser ça, mais c'est quand même intriguant pour la suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada? Dans un contexte où Biden le dit récemment, l'Australie est un superbe allié pour les États-Unis, mais Biden a dit presque en ces termes-là, est le meilleur allié des États-Unis. Je pense que Justin va en parler, mais sur le plan symbolique, ces mots-là révèlent des choses, révèlent qu'il y a beaucoup à faire pour rebâtir la relation avec les États-Unis, alors qu'on a très, très peu abordé ça durant la campagne électorale. Et là, vous direz, Fred Gagnon voulait qu'on en parle, c'est sûr, c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qu'il fait chaque jour. Un petit peu plus, j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus quand même qu'une ou deux questions dans un débat, 6 mentions dans une plateforme électorale, et les autres partis, en passant, en ont pas tellement parlé plus. Le Parti conservateur en a parlé plus dans sa plateforme électorale, mais sinon, 2 mentions dans les plateformes électorales des autres partis. Donc, j'en suis un peu là. C'était une campagne électorale intéressante, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu là, sur la relation avec les États-Unis. Et on prend beaucoup pour acquis la relation canado-américaine et on a les gouverneurs de l'État du Maine, en particulier les autres États frontaliers avec le Québec, qui demandent la réouverture immédiate de la frontière. Exact. Ça va être intéressant à suivre dans les prochains jours. Merci Frédéric Gagnon. Et je poursuis en ordre alphabétique avec Maya Yeggen. Maya, les changements climatiques, c'est un enjeu important, fondamental pour tout le monde. Et encore une fois, ça a été le parent pauvre de la campagne. Donc, on ne passe pas à l'action. On jase beaucoup dans les documents, mais concrètement, dans la campagne électorale, ça a été extrêmement bizarre comme débat sur les changements climatiques. Quasi absent. Oui et non. En fait, je pense que les changements climatiques, c'est un enjeu transversal qui touche donc à la politique étrangère du Canada, mais qui touche aussi à d'autres enjeux qui sont plus nationaux ou infranationaux. Ça touche à des multiples secteurs politiques, l'énergie, les transports, l'agriculture, la santé, et j'en passe. Et dans ce sens, ça touche à des enjeux du fédéralisme aussi. Le gouvernement fédéral prend des engagements internationaux, mais plusieurs compétences clés pour attaquer aux problèmes climatiques sont dans les mains des provinces, notamment les énergies fossiles. Donc, dans ce sens-là, il y a pas mal d'enjeux aussi qui n'ont pas pu être thématisés, peut-être parce que c'est plus aussi dans les campagnes électorales provinciales. Mais peut-être, pour rappel, l'accord de Paris que le Canada a signé, c'est un traité international sur les changements climatiques qui est juridiquement contraignant. Il a été adopté en 2015 et entré en vigueur en 2016. Et puis le Canada fait partie de 196 pays qui ont signé ce traité. L'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Et pour atteindre cet objectif, les pays signataires de ce traité doivent soumettre leur plan d'action climatique et ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées. Dans l'accord de Paris, le Canada s'était engagé pour réduire en fait ses émissions de 30% par rapport au niveau de 2005 jusqu'en 2030. Et le gouvernement Trudeau avait intégré le processus climatique international que le gouvernement Harper avait quitté à l'époque. Et dans ce sens-là, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement Trudeau a repris la cible du gouvernement Harper, mais ce printemps et cet été, ils ont quand même augmenté la contribution et veulent maintenant diminuer les émissions de 40 à 45%. Donc c'est un petit chiffre qui était quand même parfois circulé dans la campagne électorale et qui a quand même une certaine importance. Mais peut-être pour répondre à la question, les changements climatiques comme politique étrangère n'étaient pas explicitement abordés, mais on a vu que tous les partis
politiques ont parlé des changements climatiques. Selon l'Observateur, le changement climatique occupait 20% du débat en anglais, puis selon mon intuition ou observation, c'était un peu la même chose pour les débats en français aussi. Donc tous les partis avaient formulé des objectifs de réduction, ils ont des mesures de réglementation, d'investissement. Évidemment, il y a des différences entre les ambitions, les niveaux de détail pour la mise en œuvre et puis aussi par rapport aux coûts associés aux mesures. Je pense pour les électrices et les électeurs, il n'était pas toujours évident de faire la distinction entre ces différentes tonalités de vert. Donc, il y a du vert foncé, il y a du vert un peu plus pâle. J'ai aussi l'impression que la place de la politique climatique dans la campagne électorale reflète en fait l'attention que les électrices et les électeurs y portent. Selon un sondeur d'opinion, les changements climatiques sont parmi les enjeux les plus importants. Pour environ 20% de l'opinion publique, c'est le premier ou le deuxième enjeu le plus important. Mais ça veut aussi dire que pour 80%, il y a deux priorités plus importantes que les changements climatiques. Et dans ce sens-là, la campagne reflète probablement un peu ce que les Canadiennes et Canadiens voient comme prioritaire. C'est peut-être un peu étonnant parce qu'à l'UQAM, quand on parle aux étudiants et étudiants, évidemment, le changement climatique est la priorité numéro 1, mais ce n'est pas forcément représentatif pour la population entière. Là, évidemment, il y a les jeunes en général, on voit qu'ils sont plus préoccupés que peut-être les personnes un peu plus âgés. Bien que ceux qui sont plus que 60 ans, ils étaient aussi assez plus prioritaires pour eux. Donc, en somme, on peut dire que la crise climatique a fait partie intégrale de la campagne électorale, mais ce n'est pas la question électorale clé qui détermine le vote. Peut-être que ce qui est intéressant à observer aussi, c'est que la perception de l'électorat a changé par rapport à qui est le plus crédible, en fait, par rapport à l'enjeu climatique. En 2019, le Parti vert a dépassé clairement le Parti libéral, alors que cette année, les libéraux avaient de l'avance sur les conservateurs, mais les Verts n'étaient que 4e en ce qui concerne la crédibilité environnementale. Donc le Parti vert, qui a le changement climatique au cœur de sa campagne, n'est pas perçu comme crédible. Par ailleurs, certains experts sont arrivés à la même conclusion et estimaient que le programme libéral était le plus crédible. Donc Marc Chacard de l'université de Simon Fraser, il a modélisé la faisabilité des programmes et il a aussi estimé les coûts. Et selon lui, il est théoriquement possible que le programme libéral soit mis en œuvre. Donc, il faudrait évidemment voir si on peut passer des paroles aux actes maintenant. Et quand vous avez vu le premier débat des chefs, 16 minutes sur 2 heures consacrées à la question climatique à la toute fin, vous ressentez quoi quand vous constatez ça dans un débat des chefs si important pour les citoyens canadiens? Pour les Canadiennes et Canadiens, comme j'ai mentionné, c'est pas pour tout le monde la priorité numéro 1. Dans ce sens-là, ça reflète probablement un peu aussi l'attente des Canadiennes et Canadiens. Évidemment, ce n'est pas mon attente personnelle, et puis j'aurais préféré qu'on mette plus l'accent sur le climat. Merci, Maya. On poursuit en ordre alphabétique. Justin Massy, Afghanistan, sécurité, évidemment, la question de la Chine qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui. Comment est-ce que tu situes ces thèmes-là dans la campagne électorale qui vient de se terminer, là? Quel genre de poids ça a occupé selon toi? Merci tout d'abord de me donner 5 minutes pour parler de la question. Ce sera 4 minutes de plus que ce que nos chefs de partis politiques ont pris pour débattre de ces enjeux. Le premier, pour revenir un peu sur ce que ma collègue Maya disait tout à l'heure, est-ce que ça reflète effectivement le niveau de priorité des Canadiens? Oui. Sondage après sondage, lorsqu'on pose des questions aux Canadiens, quels sont les enjeux prioritaires selon vous? La politique étrangère ou parfois spécifiquement des enjeux de politique de défense sont mentionnés au dernier rang ou en moins de 10 %. Donc, ça reflète un peu le niveau d'intérêt des Canadiens. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faut soulever le problème de l'œuf et la poule. C'est-à-dire peut-être que si on en parlait davantage, ça augmenterait l'intérêt des Canadiens aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites ou plutôt qui sont écrites dans les plateformes électorales qui ne sont pas abordées dans les débats. Et je pense que plus on en parle, plus on voit que les Canadiens finalement s'en préoccupent. C'est juste que leur chef ne semble pas vouloir en faire une priorité. Le premier enjeu de politique de sécurité internationale, un peu qui s'est imposé par la force des choses, c'était l'Afghanistan, bien sûr.
avec ce retrait bâclé des États-Unis, avec ce retrait annoncé, et le problème, évidemment, d'évacuation des Afghans qui avaient aidé les Occidentaux là-bas et les citoyens aussi, double nationalité ou Canadiens qui étaient là. Ce problème-là a amené évidemment les partis d'opposition à critiquer vertement le premier ministre pour son inaction. Et il y a eu à peu près 2 types de critiques. Le premier, c'est qu'on n'a pas réussi à évacuer tous les Canadiens qui s'y trouvaient. Jusqu'à tout récemment, je voyais le chiffre de 1200 Canadiens qui seraient encore en Afghanistan, premièrement. Et on a aussi critiqué donc peut-être le moins grande prise de risque des soldats canadiens qui avaient été déployés à l'aéroport de Kaboul pour essayer d'aller chercher des Canadiens ou des Afghans à l'extérieur du périmètre sécurisé par les Marines américains, contrairement peut-être à des Français ou même des Ukrainiens qui ont aidé beaucoup les Canadiens à aller chercher donc des Afghans. Donc, certains ont soulevé, est-ce qu'il y avait une moins grande prise de risque parce qu'on était justement en élection? C'est une question qui se pose. La deuxième critique, bien sûr, qui est plus poignante, je dirais, c'est pourquoi a-t-on attendu si longtemps avant de rapatrier les Canadiens et des Afghans qui avaient collaboré avec le Canada. Faut se rappeler que le Canada s'est retiré militairement d'Afghanistan en 2014, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, que beaucoup de pays avaient vu venir, bien sûr, le problème d'évacuation compte tenu du retrait annoncé bien des mois à l'avance que les États-Unis étaient pour se retirer et qu'il n'y avait aucune sécurité qui était capable d'être offerte par les pays de l'OTAN, sauf les États-Unis, donc il fallait faire quelque chose rapidement. Donc ça aussi, je pense que c'est une critique qui doit être adressée plus largement à Immigration Canada et à cette lenteur aussi de la lourdeur bureaucratique pour faire les évacuations, un peu dans le même ordre d'idée que ce qu'on avait vu au Liban en 2006 aussi. Il y a toujours un problème pour le Canada de rapatrier rapidement des Canadiens coincés à l'étranger. Pour ce qui est de la Chine, ça s'est imposé dans le débat, surtout en anglais, dans un contexte où c'est le Parti conservateur qui a essayé d'en faire un enjeu un peu plus important vis-à-vis de Justin Trudeau, pour le critiquer notamment sur son soi-disant échec en matière de droits humains, que ce soit d'abord, bien sûr, par les Canadiens qui sont détenus sous forme de prise d'otage par le gouvernement chinois, et d'autre part par la non-reconnaissance par le gouvernement libéral de Justin Trudeau qu'il y a génocide commis contre les Ouïghours en Chine. Ça s'est imposé dans la mesure où, pour le Parti conservateur, lorsqu'on pose des questions aux électeurs, quel parti croyez-vous qui est le plus compétent pour gérer la politique étrangère? Bien, c'est souvent le Parti conservateur qui est cité par une majorité de Canadiens. Donc, on tente parfois d'imposer ce sujet-là, mais c'est difficile à prendre parce que lorsqu'on regarde un peu la position des différents partis sur la question de la Chine, il n'y a pas beaucoup de différence. La prudence libérale s'explique en grande partie parce que la reconnaissance par le gouvernement Trudeau qu'il y ait ou non génocide en Chine ne va pas aider les 2 Michael qui sont prisonniers. Ça n'aura pas d'impact concret. Le Canada est un trop petit joueur pour faire face à la Chine seul. Ce qu'il a tenté de faire, le gouvernement libéral, et avec raison, c'est d'aller chercher l'appui de d'autres démocraties internationales pour faire pression avec le multilatéralisme contre la Chine. Et on le souhaite discrètement, en privé, avec les États-Unis pour qu'ils règlent très rapidement le sort de Mme Meng dans l'affaire Huawei. On a aussi annoncé par le Parti libéral qu'ils étaient pour éventuellement, bientôt peut-être, adopter une loi qui pourrait bannir éventuellement peut-être Huawei de compétitionner pour la 5G au Canada. Évidemment, je mets ces mots-là parce que c'est quelque chose qui est dit depuis des années et qu'on reporte et qu'on reporte et qu'on reporte. Et lorsqu'on regarde la plateforme électorale du Parti libéral en matière de politique étrangère de 2021, c'est presque la même chose qu'en 2019. Il n'y a pas beaucoup de choses qui semblent avoir été faites, bien sûr, en pandémie là-dessus. Donc, c'est un peu la continuité qui va suivre à ce niveau-là. Et enfin, donc, l'autre critique qui a été adressée à M. Trudeau en toute fin de campagne, c'est bien sûr donc cette alliance ou cette coalition ou alliance au sein d'une alliance entre les Britanniques, les Australiens et les Américains pour faire face à la Chine, mais surtout pour développer de l'armement de sous-marins à propulsion nucléaire. Et ce qui m'a un peu agacé dans cette critique, c'est qu'on critique d'un côté le fait que le Canada n'est pas membre de ce groupement-là, mais de l'autre côté, aucun des partis politiques oserait même proposer que le Canada acquiert
6, 8, 10 sous-marins à propulsion nucléaire à plus de 100 milliards de dollars pour faire partie d'un tel accord. Donc, on ne peut pas avoir la chèvre et le chou, je pense. Si on veut être un acteur sérieux en Asie-Pacifique, il faut développer des moyens sérieux, il faut investir de l'argent, et pas simplement au plan militaire, mais aussi dans la représentation diplomatique. Et c'est aussi une région qui, historiquement, que ce soit sous les conservateurs ou les libéraux, n'est pas une priorité de tout gouvernement canadien. Donc, la critique est valable, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'autres partis qui ont proposé une alternative réelle vis-à-vis de la Chine. L'exception un peu, c'était le Parti conservateur d'Erin O'Toole qui a proposé que le Canada fasse partie ou joigne, même si ce n'est pas lui qui déciderait, du Quad, c'est-à-dire cette relation particulière entre l'Inde, l'Australie et le Japon et les États-Unis. Et à nouveau, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en échange d'une telle participation? Qu'est-ce qu'on est prêt à offrir dans la région? Est-ce qu'on est prêt à faire davantage d'exercices militaires, de développer, d'augmenter l'aide internationale, de représentation diplomatique, de prendre des positions fortes sur la mer de Chine ou sur Taïwan? Non. Donc, c'est un peu difficile ici d'envisager que le Canada serait un acteur sérieux en Asie-Pacifique sans qu'il investisse les moyens nécessaires. Merci beaucoup, Justin. Finalement, la question des migrations avec Dienaba Nidaye. Comment est-ce que tu as vu la question des migrations dans un contexte de sécurisation des frontières? Est-ce que ça a vraiment été abordé durant la campagne électorale fédérale? Merci, Patrick. Comme tous les autres collègues, cette question-là aussi n'a pas été très bien abordée lors de la dernière campagne. Alors qu'on avait en prétexte la situation en Afghanistan, on a tous vu ce qui s'est passé à la mi-août à l'aéroport de Kaboul avec des centaines de milliers de personnes qui cherchaient à fuir, à quitter l'Afghanistan. Donc moi, je pense que cette question de la mobilité intéresse particulièrement les Québécois et les Canadiens. Donc, comme tout le monde, je suis un peu déçue que ça n'a pas été bien analysé ou ça n'a pas fait l'objet d'un grand débat. Alors, la question de la migration, quand même, c'est un enjeu déjà parce que l'immigration c'est un domaine dynamique, évolutif, en quelque sorte. Et on constate depuis quelques années, une dizaine, vingtaine d'années plus ou moins, avec la fermeture des frontières, qu'on sécurise de plus en plus. Donc, on voit ici, comme ailleurs dans le monde, l'adoption de plus en plus de politiques restrictives qui empêchent les gens de pouvoir choisir un pays pour s'installer. Et là, je parle d'immigration choisie. Et, ce que j'aurais aimé aussi entendre pendant la campagne électorale, clairement, je pense que mon collègue Frédéric a parlé de la frontière canado-américaine, c'est l'entente tiers paix, tiers sûr avec les États-Unis. Cette entente-là fait en sorte que le Canada, entre 2017 et 2021, a quand même reçu 60 000 demandes d'asile de personnes qui ont franchi irrégulièrement la frontière canado-américaine, c'est-à-dire entre deux points d'entrée officiels. Donc, il fait que si on avait peut-être, si cette entente était levée en quelque sorte, peut-être ces gens passeraient directement par les points d'entrée officiels. Et comme le Canada, depuis 2010, avec l'arrivée de deux bateaux, comme on dit, le Sun Sea et l'Ocean Lady, qui avaient ramené 500 migrants du Sri Lanka. Donc, le Canada avait adopté une stratégie qu'on appelle la stratégie de lutte contre les migrations irrégulières depuis 2010. Donc, cette stratégie est déployée. Et le Canada externalise en fait sa politique d'immigration. Ça, c'est quelque chose, c'est à travers les recherches que je fais que je théorise l'externalisation qui consiste de façon très simple à coopérer avec les pays d'origine ou de transit des migrants afin que ces derniers puissent bloquer les migrants, qu'ils n'arrivent pas en territoire canadien. Et le Canada déploie cette politique-là et coopère. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous faire un petit clin d'œil. On a parlé de beaucoup de régions dans le monde, mais l'Afrique est toujours absente, comme on le constate aussi dans la politique étrangère, quand il s'agit d'enjeux énormes, alors que la gestion de la mobilité interpelle l'Afrique en quelque sorte, parce qu'il est clair que plus de 80% de la mobilité africaine se passe à l'intérieur de l'Afrique, malgré ce qu'on entend dans les médias ou ailleurs, mais cette question aurait dû quand même occuper une place importante lors des débats politiques. Alors, je reviens sur ce concept-là d'externalisation, tout simplement, parce que le Canada lutte aussi contre la traite des personnes. On le sait, le Canada est champion de l'adoption comme on appelle, non seulement de l'adoption du pacte international sur les migrations qui a été adopté à Marrakech, mais en même temps, le Canada se veut être défendeur des droits. On a quand même une tradition humanitaire, une tradition d'accueil. Quand tu es à l'extérieur du Canada, dès qu'on entend le mot Canada, on a l'impression que toutes les portes sont ouvertes, on rentre, puis c'est réglé. C'est très bien parce que ça fait partie des valeurs, des principes
de notre pays. Mais en même temps, il y a un problème. Il y a un problème tout simplement parce que à ce niveau-là, de plus en plus, c'est la ligne sécuritaire qui est privilégiée quand il s'agit de lutter. Vous allez me dire, mais on devrait lutter contre l'immigration irrégulière. Je suis totalement d'accord. Et toutes mes recherches s'inscrivent dans cette dynamique-là. Sauf que lorsqu'il s'agit d'interpeller des gens en territoire africain pour les renvoyer dans leur propre pays, ça, quand même, porte atteinte à certains droits fondamentaux, notamment le principe de non-refoulement. En 2011, le Canada, avec l'aide du Togo, du gouvernement togolais, a interpellé 200 Sri Lankais en territoire africain et on les a aidés à rentrer chez eux. Ces personnes-là ont le droit de demander d'asile. Donc, vous comprenez qu'il y a cet enjeu-là de droits fondamentaux, quelque chose qui nous est très, très particulier, qui nous est très cher. Le dernier élément, je ne sais pas s'il me reste encore... Il me reste une minute, oui. Une minute, oui. Voilà, je vais juste invoquer, d'ailleurs, je m'inscris toujours sur ce que disaient les collègues sur l'Afghanistan. Alors, on n'a pas une politique uniformisée. On a vu que quand il s'agit quand même de violence, que quand un conflit s'éclate quelque part, on essaie de trouver des moyens pour apporter de l'aide. C'est ce que juste mon collègue vient de dire. Pour l'Afghanistan, on a vu avec la Syrie, on a quand même pu faire venir 25, 40, 50 000 Syriens. Avec l'Afghanistan, on cherche encore nos moyens. Le Canada, quand même, occupe une position assez importante sur le plan international ou sur la scène internationale qui fait que on devrait avoir quand même une politique beaucoup plus uniformisée. Et là, je reviendrai tout à l'heure dans les recommandations pour l'action humanitaire. On est quand même le deuxième pays au monde qui réinstalle plus de réfugiés sur cette planète-là. Donc, le Canada fait sa part, en quelque sorte, mais c'est la façon... j'ai l'impression que ce n'est pas très, très efficace. À chaque crise qui survient, on essaie, c'est à travers les médias qu'on essaie de proposer des solutions. Donc, moi, ce sont ces enjeux-là que j'aurais aimé entendre pendant la campagne électorale. Clairement, vous nous donnez cette occasion-là de parler de ça en 5 minutes, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut, je pense, continuer. Là. On a toute une année pour revenir sur ces thématiques-là. Merci, Patrick. Merci à vous 5. Alors, ça conclut le premier tour de table qui était l'état des lieux. On passe maintenant aux recommandations au nouveau gouvernement qui a été réélu de façon minoritaire lundi soir. 5 minutes encore par personne. Dans une approche prospective, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du prochain gouvernement fédéral canadien? Qu'est-ce que vous entrevoyez? Qu'est-ce que vous espérez dans les prochains mois, les prochaines années? Et l'ordre proposé, c'est l'inverse du premier tour. On recommence avec toi, Diana Niédaillé, sur les migrations. Qu'est-ce que tu aimerais voir du gouvernement canadien dans les prochains mois, les prochaines années? Quels sont tes espoirs et tes attentes? Alors, merci beaucoup, Patrick. Moi, je pense que la première chose, ce serait d'avoir une politique décennale, au moins, qu'on essaie de dépasser cette façon de gérer la migration de façon très limitée dans la durée. On a toujours des politiques annuelles, etc. On devrait avoir une politique beaucoup plus à long terme qui nous permettrait d'avoir cette vision prospective-là dont vous faites mention tout à l'heure. Ça permettrait d'abord non seulement d'identifier les besoins, parce qu'on sait que la migration, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est comme on le dit, c'est du win-win lorsqu'elle est coordonnée, lorsque la migration est régulée, lorsqu'on propose des solutions durables. Donc, c'est un fait. Les pays ont besoin d'immigration de part et d'autre. Je parle des pays du Nord global comme les pays du Sud d'ailleurs. Donc, la mobilité est un droit. Donc, les gens peuvent circuler. Et moi, je m'attends à ce que ce gouvernement-là puisse revoir sa politique migratoire et surtout sur la sécurisation des frontières. C'est sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre la traite, des interactions qui existent, la protection des droits fondamentaux. Il y a ces enjeux-là, puis je m'attends vraiment à ce que le nouveau gouvernement puisse, aller vers cette direction-là. Par rapport à l'action humanitaire, moi, j'aurais plus tendance à proposer à ce qu'on ait une structure conjointe qui regrouperait les différents ministères qui sont interpellés. Par exemple, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Immigration, le ministère de la Sécurité publique, en quelque sorte, avec les différents acteurs. Ça permettrait, en fait, d'avoir un protocole qui serait applicable lorsqu'un conflit éclate quelque part dans le monde et que ça permette au Canada de réaliser parce que ça fait partie quand même de ces objectifs-là. L'aide humanitaire ou l'action humanitaire, c'est inscrit dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dans tous nos dispositifs normatifs, en quelque sorte. Donc, moi, je m'attends vraiment à ce que la question de la migratoire reprenne sa place dans la politique étrangère et
pour ce faire, la coopération entre le Canada et l'Afrique doit se renouveler selon une nouvelle vision. Alors, la coopération, comme je dis, bilatérale, multilatérale en quelque sorte, mais qu'on puisse avoir des interlocuteurs avec qui gérer cette mobilité-là qui nous interpelle et qui, comme disait François Crépeau, aucune frontière, aucun mur ne peut empêcher les gens de quitter leur pays si ces personnes-là sont dans le besoin de partir. Est-ce qu'on pourrait donner, par exemple, une nouvelle impulsion à la francophonie? Oui, mais la francophonie joue déjà un rôle quand même assez important. Et je pense que je l'ai dit lors d'une conférence quelque part que si on inscrivait la migration dans l'un des éléments de la... Si on avait par exemple un pacte juste qui s'appliquerait dans la région francophone, la mobilité serait déjà plus ou moins régulée et ça permettrait une meilleure circulation. On a l'impression actuellement, en tout cas à travers les médias, que ce que vous voyez, tous les gens qui meurent dans la Méditerranée au niveau de l'Union européenne, etc., ou dans certains pays, ou aussi même pas loin, là, chez nos voisins du Sud, en quelque sorte, que la migration c'est quelque chose qui limite fortement, je veux dire... l'État, j'ai l'impression que la construction politique dont fait État Didier Bigot est toujours présente. Les États veulent, coûte que coûte, démontrer à leurs électeurs qu'ils vont éliminer l'immigration, qu'ils vont limiter la migration. Alors qu'en réalité, on l'a vu avec François Legault, là, lors de sa campagne électorale, il disait on va limiter le nombre de quotas d'immigrants économiques. Ensuite, il y a eu, on va essayer d'augmenter. Il faut un langage cohérent. On a des problèmes de main-d'œuvre, on a des besoins démographiques, ça c'est la vérité, on a besoin d'immigration. Et ce n'est pas juste le Canada. Les pays du monde ont besoin d'immigration et le pacte international sur l'immigration nous sert de base, de cadre qui permettrait d'avoir une politique cohérente, constructive, inclusive, dans le respect de part et d'autre, je pense. Merci beaucoup. Merci. Justin Massy, quels sont tes espoirs, tes attentes pour les prochaines années, prochains mois du nouveau gouvernement réélu pour les questions de sécurité, la Chine, l'Afghanistan, par exemple? Alors, ce à quoi je m'attends et ce que j'aimerais sont deux choses complètement différentes. Ce à quoi je m'attends, c'est bien sûr, c'est un back to the future, c'est un peu un retour vers le futur là, avec ce nouveau gouvernement libéral, avec la même plateforme que 2019. Donc, à nouveau, un gouvernement attentiste, réactif, qui reporte les grandes décisions, qui prend son temps, qui réfléchit, qui fait des comités avant de faire des choses et qui poursuit en douceur et sans regard public, je dirais, les plus grands investissements en dépenses militaires depuis des décennies. Acquérir 88 nouveaux chasseurs de quelques dizaines de milliards, des nouveaux navires de quelques dizaines de milliards, le renouvellement de la flotte de sous-marins conventionnels et non à propulsion nucléaire du Canada, moderniser le NORAD. Tout ça se fait avec l'accord de la plupart des partis politiques d'opposition d'ailleurs, mais sans qu'on en discute vraiment, sauf le Bloc québécois qui aimerait qu'il y ait des contrats au Québec. Mais autrement, tout ça se fait un peu en douceur. L'abandon complet des missions de paix et de l'ONU par le gouvernement canadien au profit des opérations de l'OTAN. Je m'attends à une poursuite de ça. Avec le seul bémol qui pourrait se passer avec un gouvernement, bien sûr, minoritaire, c'est que les partis d'opposition qui doivent donner leur appui au gouvernement minoritaire pour qu'il survive conditionnent leur soutien à des enjeux de politique étrangère. C'est peu probable parce que ce n'est pas dans leur priorité de ces partis d'opposition-ci, mais par exemple, le NPD, qui est un des parti qui pourrait soutenir le Parti libéral au pouvoir, lui était le seul à mettre dans sa plateforme qu'il voudrait que le Canada se réengage dans les missions de paix, notamment en Afrique francophone. S'il le mettait comme condition de son soutien pour d'autres enjeux, s'il y avait des liens qui pouvaient être faits sur d'autres enjeux, ce serait possible. Pour le Bloc québécois, je mentionnais donc le chantier de la Davie, donc dans le coin de Lévis, qui pourrait être conditionné au soutien de dépenses militaires accrues dans les prochaines années, mais à nouveau, c'est douteux compte tenu des autres priorités. On préfère, par exemple, parler de garderie et d'autres choses, de 6 milliards là-dedans, que des 77 milliards qu'on va investir dans des nouveaux navires canadiens. Merci beaucoup. Très apprécié. Maya Yeggen, changement climatique dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Comment est-ce que tu crois que ça va bouger du côté du gouvernement fédéral canadien? C'est quoi aussi tes attentes et tes espoirs dans ce domaine-là? De nous aussi, les attentes et les espoirs, c'est des choses différentes dans ce domaine-là. Mais je pense là, les propositions libérales sont assez nombreuses et ils ont, comme j'ai essayé de dire avant, le potentiel pour réduire les émissions. Le gouvernement minoritaire peut aussi appuyer certainement sur
compter sur l'appui du Bloc et du MPD pour les mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment une question de maintenant passer à l'action et mettre en œuvre ce qui est sur papier. Sur le plan international, ce qu'il faut certainement observer ces prochaines semaines et mois, c'est les négociations de la COP26 en Écosse, donc c'est en novembre. Les États qui ont signé l'accord de Paris vont se réunir pour en fait renforcer, pour coordonner les efforts en termes de réduction des émissions, mais aussi en termes d'adaptation au changement climatique. Et là, je pense, avec la cible révisée de 40 à 45% de réduction d'émissions d'ici 2030, le Canada va faire une meilleure figure qu'avec la cible initiale de 30%. Il ne faut pas oublier que le Canada est parmi les plus grands émetteurs si on regarde les émissions par habitant. Pour cela, il était régulièrement critiqué par notamment les organisations environnementales, donc pour le manque d'action, pour le manque d'ambition. Je pense qu'un élément clé qui ferait partie des discussions en Écosse, c'est celui du financement. Donc en 2009, les pays industrialisés ont promis d'appuyer les pays en développement avec 100 milliards de dollars par an pour que ce puisse réaliser des mesures d'adaptation jusqu'en 2020. Ce qu'on a vu, ces promesses n'étaient jamais tenues. Donc il y a vraiment, à chaque année, il y a 20 milliards qui ont manqué. Ce qui est intéressant, là, c'est le Canada et l'Allemagne ont annoncé un plan pour mobiliser le financement manquant. Joe Biden, cette semaine aussi, a annoncé que les États-Unis allaient doubler en fait leur contribution. Donc là, on voit qu'il y a un peu un mouvement pour mettre les choses sur la table avec l'espoir que ça entraîne à des actions des autres aussi. Ceci dit, les défis à Glasgow sont énormes et donc il faudrait viser la carbone neutralité d'ici 2050 et on est assez loin de ces cibles. Dans la discussion, ce sont surtout la Chine et les États-Unis qui sont deux joueurs clés et les deux cumulent plus de 40% des émissions mondiales et ça fait depuis quand même plusieurs mois que l'administration Biden cherche en fait à encourager la coopération avec la Chine. Pour la Chine, il n'est toutefois pas question de séparer la politique climatique à d'autres domaines politiques dans lesquels les relations bilatérales entre les deux pays sont détériorées. Et la politique climatique risque de devenir une monnaie d'échange pour avoir d'autres concessions, ce qui me semble être de mauvais augure en fait pour avancer les politiques climatiques. Et puis là, je pense que mes collègues Justin et Frédéric pourraient probablement dire plus sur le rapport entre la Chine, le Canada et les États-Unis. Mais ça, ce n'est pas les seules mauvaises nouvelles. Donc, la semaine dernière, l'ONU a aussi publié les bilans des promesses des États qui ont signé l'accord de Paris. Et ce bilan est très décevant. Donc, on voit qu'actuellement, au lieu de réduire, on continue à être sur une trajectoire où les émissions augmentent et on se dirige vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Ce que ça veut dire, on peut le voir dans le dernier rapport du GIEC, donc du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évaluation du climat. Donc ce rapport qui est sorti cet été nous indique très clairement ce que ça veut dire de vivre avec 1,5 degré ou avec 2 degrés Celsius de plus. Et puis là, comme je dis, on va plutôt vers 2,7 degrés Celsius. Donc, si on écoute la science, on sait très bien ce qu'on devrait faire. On sait qu'il y a urgence d'agir, qu'il faut des actions un peu plus radicales aussi. Le monde politique répond, il réagit, mais avec un peu de décalage. Puis, donc, il y a des multiples initiatives qui vont dans la bonne direction, mais pas assez rapidement. Et ça vaut aussi pour le Canada. Donc, les propositions sont bonnes, mais il faudrait accélérer le pas. Et à titre d'exemple, le Canada a réussi à diminuer 9 mégatonnes ou 1,1% de CO2 entre 2005 et 2019. Maintenant, le Canada souhaite réduire les émissions de 40 à 45% d'ici 2030. Vous voyez donc le défi. Pendant 14 ans, nous avons réduit de 1,1%. Il nous reste à peine 9 ans pour diminuer plus de 40%. Et donc, dans ce sens-là, j'ai une seule recommandation, c'est d'accélérer le pas. Merci pour ce constat très lucide, Maya, sur la question des changements climatiques qui est au cœur de tous les débats en ce moment. Frédéric Gagnon, si on revient sur la frontière canado-américaine, les relations
canado-américaine, qu'est-ce que tu vois sur ton radar? Qu'est-ce que tu espères également au cours des prochaines semaines, prochains mois, les prochaines années du mandat libéral? En fait, sur les dossiers importants de la relation canado-américaine, ce gouvernement-là a montré qu'il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Je pense qu'on l'a vu dans la renégociation de l'ALENA notamment. Mais il s'est passé quelque chose lors de la renégociation de l'ALENA après l'élection de Trump. Le gouvernement de M. Trudeau a décidé de prioriser en fait la relation canado-américaine davantage. J'avais même vu les termes « America First Foreign Policy » dans certains documents qui circulaient à Ottawa au lendemain de l'élection de Trump. Et sans dire qu'il faut se concentrer uniquement sur les États-Unis, parce qu'il y a d'autres enjeux. Il y a la Chine, il y a la place du Canada dans les organisations multilatérales, les opérations de paix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se concentrer sur les États-Unis uniquement, mais dans la renégociation de l'ALENA, il y avait eu une priorisation quand même d'un enjeu clé de la relation canado-américaine. Première chose, il faudrait que le Canada, que M. Trudeau nous dise à un moment donné quelles sont les 2-3 priorités sur lesquelles on va insister dans cette relation au cours des prochains mois et qu'on investisse les ressources et le temps nécessaires pour tenter d'influencer une administration Biden où les acteurs clés dans ce pays-là, parfois ce sont des membres du Congrès, déjà attirer leur attention sur les questions canado-américaines, c'est pas facile, mais d'investir au moins, continuer à investir le temps et les efforts nécessaires pour leur rappeler en fait qu'il y a un enjeu qui nous préoccupe, qui n'est peut-être pas dans la liste de priorités, leur liste de priorités parce qu'il y a eu l'Afghanistan, il y a la relation de la gestion de la relation avec la Chine et tout ça, mais de continuer à mettre de l'avant cette politique où on frappe pratiquement à toutes les portes aux États-Unis et sur un enjeu clé de la relation canado-américaine et où on trouve surtout des alliés en sol américain qui ont intérêt à faire pression sur leurs propres élus pour que sur les questions qui nous intéressent, les choses changent. On parlait du Maine tout à l'heure dans la relation canado-américaine, en fait, la gestion de la frontière. On peut parler de pratiquement tous les États voisins du Canada où on a assisté à des pertes importantes sur le plan du tourisme parce que, je ne sais pas si vous avez les mêmes habitudes que moi, mais parfois, l'été, on va à Old Orchard, on va à Hampton Beach. Sur la côte ouest américaine, il y a des échanges touristiques, économiques importants aussi entre l'État de Washington, la Colombie-Britannique. Il y a ça tout le long de la frontière. Donc, il faut continuer à insister sur quelques enjeux. Moi, je dirais que celui de la frontière est crucial pour la suite des choses, celui de la coopération commerciale dans le cadre de la relance économique que propose M. Biden également. Et dans le cadre d'un projet de recherche sur lequel on travaille, on a fait beaucoup de terrain aux États-Unis, dans les États voisins du Canada et du Québec, durant la présidence Trump. Et Trump a quand même changé la perception de bien des gens de cette relation canado-américaine. Je pense qu'on ne peut plus la tenir pour acquise de ce côté-ci de la frontière parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous confiaient ce que Trump disait, c'est-à-dire on vous aime beaucoup, mais on préfère créer de l'emploi chez nous plutôt que chez vous. Et la relance économique de Biden, elle est présentée comme ça aussi. C'est une politique étrangère pour la classe moyenne américaine. Et si le Canada peut offrir quelque chose, tant mieux, mais on va s'assurer évidemment de protéger les emplois américains avant tout. Donc, trouver des acteurs locaux pour rappeler que dans la complémentarité avec le Canada, il y a des choses que les Américains ne pourraient pas faire à eux seuls. Je donne un dernier exemple pour terminer là-dessus qui l'illustre bien. C'est l'entente récente qu'a annoncée M. Legault pour l'exportation d'hydroélectricité québécoise en sol new-yorkais. Là, il y a quelque chose que le Canada peut offrir qu'on ne peut pas s'offrir dans l'État de New York en ce moment. Et dans la complémentarité, il y a vraiment un appétit de l'autre côté de la frontière pour des choses qu'on peut offrir. Donc, il faut trouver quels sont ces autres secteurs où on a quelque chose à offrir et rappeler à ces acteurs locaux que dans la complémentarité, la relance économique peut être nord-américaine et pas seulement américaine, America First. Merci beaucoup, Frédéric. Benoît Barbeau, pandémie, on est loin d'être sorti du bois, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce que tu vois ça sur ton écran radar, la gestion du gouvernement de toute la question de la pandémie, quatrième vague, entre autres, en ce moment? Oui, on n'est pas sorti du bois, en effet, certainement. Et puis là, avec la quatrième vague, bien, ça nous rappelle justement à l'ordre d'une certaine façon. On pensait tous que les vaccins étaient arrivés. Vraiment, on avait gagné la guerre, mais rappelons-nous que ce virus change un peu comme nous aussi. Et puis, il faut changer, nous, également, notre façon de voir, comme une façon de combattre le virus. Maintenant, je crois qu'une des choses qui est ressortie devant cette pandémie, c'est
qu'on avait des lacunes importantes au niveau de la vaccination. Alors, je crois qu'au niveau international, le Canada a fait bon joueur, était bon joueur, a accepté de contribuer justement à l'organisme COVAX, celle que je faisais référence, donc qui est un regroupement de pays qui vise justement à s'assurer qu'on atteint une vaccination mondiale. Donc, permettre aux pays qui sont à plus ou moins qui sont moins bien nantis, de pouvoir recevoir des doses vaccinales et d'avoir une couverture qui est suffisante. Sauf que, rappelez-vous, en début d'année, évidemment, le gouvernement canadien et le Canada ont fait mauvaise presse. On a automatiquement, très rapidement, été chercher certaines de ces doses vaccinales qui étaient dédiées à ces pays par l'accord du COVAX. C'était permis, mais n'empêche que c'est certain que ça ne reflétait pas nécessairement, ça ne donnait pas la meilleure image du Canada. Et puis ça, en soi, c'était, étant donné qu'on est, et que je l'ai mentionné au début, dépendant des fameux pays extérieurs qui étaient les producteurs, justement, des vaccins. Et ça vient justement à mon point principal, c'est que je crois qu'en ce moment, face à la pandémie, face aux problèmes que nous avons eus en termes d'approvisionnement de doses vaccinales, on doit absolument revenir un peu historiquement sur l'importance que le Canada reflétait au niveau de la vaccination mondiale, au niveau des vaccins. On avait 2 entreprises qui étaient extrêmement performantes au niveau de la production vaccinale. On parle de Connaught, on parle aussi IF Biochem Pharma, qui est plus local. Et ces entreprises-là ne sont plus présentes. On n'est plus capable de produire nos propres doses vaccinales. Et on se rappelle justement, et de façon très stratégique, M. Trudeau est arrivé avec une annonce quand même en début de campagne vaccinale. Moderna va pouvoir justement utiliser un endroit qu'on ne connaît pas, justement un emplacement pour produire des vaccins. Alors, c'est quand même très stratégique, il faut l'admettre, parce que c'est les vaccins qui sont à la mode. Évidemment, les vaccins ARN sont non seulement performants, mais aussi très flexibles. Ça va nous permettre, en effet, de produire des vaccins contre le virus de la COVID-19, contre d'autres virus, et même traiter possiblement, et on espère, les personnes atteintes du cancer. Alors, je crois qu'au niveau de l'échiquier mondial, ce serait important, justement, à travers, entre autres, cette annonce, que le gouvernement canadien, que le Canada, justement, retrouve l'importance qu'il joue au niveau de la vaccination, parce qu'on sait très bien que historiquement, on était quand même un endroit où que les vaccins étaient très bien produits, étaient produits en quantité suffisante, et on avait une expertise, et on a encore cette expertise-là. Alors, j'espère que tout ce qui a été mentionné en tout début de campagne, je ne crois pas quand même qu'au niveau de, suite à cette annonce-là, on a entendu tant parler de l'ouverture éventuelle d'une telle une telle entreprise qui produirait ces doses vaccinales. J'espère en effet que pour cette raison, le gouvernement fédéral tiendra promesse et que ça ne sera pas juste une promesse. Je sais que le temps... Il nous reste du temps, il nous reste encore 3 minutes. Ah ben arrêtez là, dans ce cas-là, merci. Alors, j'ai deux petits points que je voudrais rajouter qui devraient être plus brefs, j'espère. C'est premièrement, on a entendu parler, et ça, il y a plusieurs journalistes justement qui en parlaient. Vous savez, si vous êtes vacciné avec le fameux vaccin russe ou le vaccin Sinovac ou peu importe quel vaccin que vous avez reçu, le problème, c'est que si vous arrivez au Canada, vous n'êtes pas nécessairement considéré comme bien vacciné. Et puis ça, en effet, c'était un problème qui était inévitable. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, à l'échelle internationale, il n'y a pas une discussion qui était très importante, qui aurait permis justement d'accepter ou de faire une liste de vaccins qui permettrait justement à quelqu'un qui, évidemment, pour les bonnes raisons, s'est fait vacciner et peut justement être considéré comme vacciné. Alors ça, en soi, ça a été un problème et je crois qu'au niveau du gouvernement canadien, M. Trudeau, devrait en effet se positionner plus favorablement, agir aussi au niveau d'une telle discussion, s'assurer d'être plus inclusif qu'exclusif par rapport à tous les vaccins qui sont disponibles. Je ne dis pas nécessairement de ratisser trop large, mais certainement, il y a certainement une implication que le gouvernement pourrait avoir. Et dernier point, au niveau de la crise, au niveau justement de la pandémie que nous vivons tous en ce moment en mode hybride, c'est quand même mieux que sur Zoom. N'empêche que, et je l'ai dit au début, on a souffert d'un excès de confiance. Et d'ailleurs, on était très mal préparés. On avait peu d'équipements de protection individuelle. On a eu des problèmes au niveau des hôpitaux, dans les CHSLD, les RPA. Alors, ceci dit, il y a des pays qui ont mieux fait que nous. Et je crois que lorsque la pandémie a frappé chacune, on a agi très nationalement. On n'a pas trop été inspiré par ce qui se passait à l'extérieur parce qu'on était peut-être un peu trop confiant. Et
je peux vous dire que la Corée du Sud, eux, ont été un des pays qui a le mieux agi. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils avaient subi un autre cas d'épidémie, eux, qui était, que vous ne vous rappelez peut-être pas, le MERS, et ont subi grandement les conséquences de cette infection, de cette épidémie. Et ont décidé à ce moment-là de créer eux-mêmes un comité, une cellule de crise pour répondre face à une pandémie future. Et je crois que cette fameuse cellule de crise-là, qui est activée lorsque le SARS-CoV-2 est arrivé, a permis à ce pays de mieux répondre à la pandémie actuelle. Et ça, ici au Canada, comme dans bien d'autres pays, on n'a aucun équivalent. Puis je crois qu'en effet, si on pourrait du moins apprendre, parce que c'est très difficile parfois justement à certains pays d'apprendre sur ce que d'autres pays font, mais on devrait s'en inspirer. Je crois que ça serait une très bonne décision de créer un équivalent pour éventuellement, on espère que la prochaine pandémie, en tout cas on n'a même pas fini celle-ci, mais on espère qu'il n'y en aura pas une pandémie qui va nous tomber dans 10 ans, mais qu'il y ait un comité qui préparerait justement le terrain, que ce soit au niveau des frontières, au niveau de l'utilisation d'équipements de protection individuelle, au niveau de vaccins, qu'il y ait un comité qui serait prêt à agir si jamais une pandémie d'une telle nature pourrait, une fois de plus, nous tomber sur le nez. Alors ça serait important et je crois qu'au niveau international, on a plusieurs exemples sur lesquels on pourrait s'inspirer. L'autosuffisance de l'industrie pharmaceutique canadienne, on pense à Medicago à Québec et à d'autres entreprises. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire pour être plus sécuritaire, mais qu'on puisse développer nous-mêmes nos propres vaccins, qu'il y en a un enjeu tellement important. On va prendre des questions du public bientôt, mais peut-être un enjeu qui me tient beaucoup à cœur, la cybersécurité. Justin, qu'est-ce que le Canada fait? On dépense 5 fois moins qu'Israël, on est complètement en dessous des normes de l'OCDE. Comment se fait-il que le wake-up call n'est pas encore arrivé à Ottawa sur la question des cyberattaques qui sont quotidiennes maintenant, les entreprises, les rançongiciels, les textos frauduleux qu'on reçoit, les appels frauduleux qui rentrent à la tonne à la maison sur nos téléphones, les entreprises également. Comment est-ce que tu vois cette question-là aboutir peut-être dans les prochains mois, les prochaines années au fédéral? C'est une très bonne question. C'est un élément qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit discuté parce qu'on voyait juste avant les élections le directeur du SCRS, du renseignement canadien, qui disait on est attaqué, il y a de l'interférence électorale et politique par les pays étrangers, Russie, Chine, bien sûr, notamment. On est vulnérable, il faut investir dans la cybersécurité, mais ça ne semble pas percoler, ça ne semble pas devenir un enjeu prioritaire au bureau du premier ministre. Il y a des investissements qui se font dans différents types d'organes. Aussi, c'est une autre difficulté du cyber, c'est que ce n'est pas nécessairement le ministère de la Défense ou juste la sécurité publique. Il y a aussi du privé là-dedans. Il y a une espèce de coordination fédérale-provinciale qui est nécessaire également. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. La seule proposition que j'ai vue, moi, pendant cette campagne, c'était dans la plateforme conservatrice qui disait réinvestir dans un cybercommandement du ministère de la Défense, notamment, et d'investir ensuite dans une agence de renseignement extérieur, mais qui serait du renseignement humain, donc pas le cyber. Donc, ça semble effectivement pas percoler. Je pense que ça fait partie de ce mythe que le Canada est protégé, que tout va bien, qu'on n'a pas à investir ou penser à notre sécurité nationale, que tout le monde nous aime et qu'on est protégé par les États-Unis. Il y a ça, je pense, qui explique chez les politiciens, disons, cette réticence à vouloir discuter de ces enjeux et aussi le fait qu'on n'utilise pas le Parlement ou les comités parlementaires comme on peut le faire dans d'autres pays sérieux qui discutent de ça. On préfère faire ça à vase clos par les fonctionnaires et le bureau du premier ministre, sans discussion. Et donc, il semble avoir plus de difficultés pour la société civile et les partis d'opposition d'influer sur la politique canadienne. Alors qu'on pourrait peut-être même impliquer les sénateurs là-dedans. Le rôle du Sénat demeure important au fédéral, non? Il demeure important, oui, il doit approuver toutes les lois, d'ailleurs canadiennes. Le problème, c'est qu'on le croit illégitime. Donc, d'un côté, on aimerait que les sénateurs fassent quelque chose parce qu'on les paie et ils existent, et ils ont un mandat constitutionnel. Mais de l'autre côté, quand ils font quelque chose, on se dit « Oui, mais vous n'êtes pas élu. Pourquoi vous mêlez de nos affaires? Vous ne devriez pas nous proposer des choses que le gouvernement élu, lui, a décidé. » Donc, on a comme cette difficulté qu'on n'a toujours pas résolue depuis 25 ans là, sur ce qu'on fait du Sénat, qui malheureusement mine son impact, alors que c'est l'un des seuls qui dispose d'un peu de ressources pour faire des réflexions moins partisanes sur des questions de sécurité et de défense. Ils ont produit dans les années des bons rapports, sont juste, comme tous les rapports, tablettés quelque part dans une unité et peut-être consultés par quelques fonctionnaires seulement.
Frédéric Gagnon, interférence électorale étrangère dans les dernières semaines. Est-ce que vous avez vu des articles sur le sujet? Est-ce qu'il y a eu des constats? Et la question de la cybersécurité de votre côté à l'Observatoire, vous voyez ça comment? Je t'écoute là-dessus. Oui, bien, en fait, je partage l'avis de Justin. Ça n'a pas été une priorité dans cette campagne électorale. Tout à l'heure, Maya parlait des sondages d'opinion. Je regardais un sondage Angus Reid de la fin août, puis les questions de cybersécurité n'étaient pas dans la liste des 10 premières questions importantes aux yeux des Canadiens et Canadiennes. Je pense que, tu le disais au départ, si on en parle davantage, peut-être qu'on peut créer cet appétit là, pour plus de discussions sur ces questions-là durant nos élections. Ce qu'on constate à l'Observatoire des conflits multidimensionnels pour cette élection-ci, c'est qu'il ne semble pas y avoir eu de tentative majeure d'ingérence électorale. En 2019 non plus, ça n'avait pas été un problème majeur. Et c'est peut-être ça, à un moment donné, une espèce d'11 septembre numérique qui forcera... on ne souhaite pas que ça arrive, mais parfois, c'est en situation de crise comme ça où on se dit, bien, finalement, c'était important cet enjeu-là. Il faut peut-être en parler davantage pour la suite des choses. Mais même aux États-Unis, si on compare avec ce qu'on a vu lors de l'élection de 2016, il y en a eu peut-être un 11 septembre numérique à cette occasion-là. Et même dans l'élection présidentielle de 2020, on a quand même, aux États-Unis, très peu abordé les questions cyber. C'est aussi que ça reste assez compliqué d'en parler peut-être en 30 secondes. Ce sont des enjeux que peut-être les gens ont un peu de difficulté à bien saisir, surtout si on entre dans la geekitude qui vient avec ça. Mais je pense que ce sera un des enjeux de sécurité nationale cruciaux pour la suite des choses et on devra en parler davantage ici aussi. On regarde les élections en Allemagne en ce moment. On a appris la semaine dernière que la chaîne de propagande russe RT est le média en Allemagne qui a le plus de portée sur Facebook. Est-ce qu'il y a une inquiétude de votre part? Je pose la question à tout le monde ici. Qu'est-ce qu'on fait avec la propagande chinoise qui rentre partout au Canada, la propagande russe également à travers Sputnik News en français, en anglais? Puis quand vous regardez aussi le cas en Allemagne dans les derniers jours, il y a quand même une inquiétude de la manière dont les médias sociaux gèrent toutes ces propagandes-là. Et qu'est-ce que fait le Canada dans ce dossier-là? Mais en tout cas, comme professeur, nous, il faut mieux informer, je pense, ceux et celles qui sont dans nos classes, chose qu'on faisait avant, mais en disant, vous voyez, ça, c'est une source fiable, ça, c'est une source moins fiable, et je pense que c'est encore plus important à l'heure des médias sociaux. Je pense que les manipulations de l'information, la désinformation sur les médias sociaux dépassent le seul cas de la Chine. Et une des choses intéressantes à surveiller durant cette élection de 2019, c'était de voir comment ici, chez nous, certains groupes ne profiteraient pas des médias sociaux pour que le soufflet prenne davantage sur certaines idées relatives aux vaccins, aux mouvements qu'on a vus aux États-Unis. Donc, il y a des groupes ici qui s'inspiraient d'une certaine désinformation qui circule aux États-Unis également sur les vaccins, sur l'efficacité du masque et tout ça. Et l'élection qui s'est déroulée cette semaine, moi, je l'ai trouvée intéressante parce que je pense que c'était un coup de sonde, c'était une façon de vérifier quelle est l'importance d'idées qu'on a vues aux États-Unis sur le vaccin, dans la bouche de M. Trump, dans la bouche de Rudy Giuliani, son avocat personnel. Donc, des gens, et bon, aux États-Unis, on le voit au sein du Parti républicain, cette espèce de courant anti-vaccin, anti-science a gagné en importance. Et ici, il y a quand même un parti qui flirtait avec ces idées-là, un parti qui a eu 1,6 % du vote en 2019. Il y a certains sondages qui disaient que ce parti, le parti de Maxime Bernier, pour ne pas le nommer, risquait peut-être de recevoir 8 à 10 % du vote à cette élection. Ça a été finalement un petit peu plus de 5 %. 5,6, oui. 5,6. Je ne suis pas là pour dire voter ou pas pour ce parti-là, mais moi, j'étais quand même intéressé de voir si le Canada deviendrait un petit peu le lieu d'une espèce de montée plus importante de ces mouvements-là, qui sont très forts aux États-Unis, qui sont très forts ailleurs. Et je me répète, mais il y a beaucoup de mouvements ici qui s'inspirent beaucoup du type de rhétorique, du type d'arguments qui sont mis de l'avant par une droite conservatrice populiste aux États-Unis notamment. Benoît Barbeau, la question de la pandémie, on l'a vu avec l'émergence de médias comme Rebel News, les manifestations extrêmement haineuses dans les événements de M. Trudeau. C'est du jamais vu. On a dû annuler 1 ou 2 événements durant la campagne. M. Trudeau qui a reçu des roches également, des petites roches quand même, mais il a été... ça a été une campagne difficile de ce point de vue-là. Comment est-ce que tu vois cet enjeu-là
de désinformation, de propagande de l'extrême droite qui se développe au pays, à travers, entre autres, un parti, évidemment, qui n'est pas la Chambre des communes et qui est dirigé par quelqu'un qui accuse à tous les jours M. Trudeau d'être un psychopathe. En tout cas, bon, chacun ses opinions, mais n'empêche que je crois que c'est très inquiétant. Depuis, de toute façon, évidemment, ce type de mésinformation existe depuis fort longtemps, mais avec la pandémie, puis là, évidemment, je vais parler de pandémie, je suis désolé, c'est pour ça que je suis ici, mais n'empêche qu'on l'a vécu encore plus. Donc, au niveau des vaccins, puis vous savez, il y a des très bonnes émissions à la télé, donc, entre autres les décrypteurs et puis des journaux là, scientifiques qui sont qui vulgarisent très bien, qui donnent l'information juste, évidemment. Il faut absolument faire référence en tant que professeur, en tant que scientifique, à ces sources-là très importantes. Alors, certainement, c'est inquiétant. Les journalistes nous appellent à chaque fois, en fait, à 1 heure à l'avance, ils nous disent voici ce qui est ressorti récemment, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour des effets secondaires ou encore un lien avec, on entend parler du 5G. Donc, toutes les possibilités sont là et c'est vraiment difficile de pouvoir contrer ce mouvement-là. Alors, il est extrêmement bien ancré dans tous les réseaux sociaux et c'est évident que les gens se regroupent, plus particulièrement ceux qui sont plus complotistes, évidemment, vont aller chercher cette information-là et vont tenter justement d'y mettre plus d'importance, de la faire circuler, de façon à ce que même des gens qui sont hésitants, de bonne foi, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui m'appellent. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message au niveau pour me dire exactement pourquoi cette personne-là ne voulait pas se faire vacciner. Et ce n'était pas une raison qui était reliée à quelqu'un, un complotiste. Il y a vraiment des gens qui sont hésitants pour des raisons médicales, et on doit d'être entendu. Mais malheureusement, les réseaux sociaux et les complotistes vont aller faire cheminer ces informations-là et ajoutent justement à leur inquiétude. Alors, ce qui est important, justement, comme l'a mentionné, il faut s'assurer donc que non seulement les gens aient la bonne information, mais qu'ils aient les bonnes sources. Donc, aller les référer aux bonnes sources et de les assurer justement que tout ce qui peut circuler, il faut toujours vérifier la source et s'assurer justement que s'il y a vraiment un fondement qui est réel. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus crucial pour s'assurer justement que les gens soient bien informés et puissent arriver à une décision, que ce soit prendre un vaccin, accepter le vaccin ou non, mais que ce soit une décision qui est basée sur des informations justes. Oui, donc je retiens l'éducation civique aux médias et l'importance de l'information scientifique en temps de pandémie, plus que jamais, à travers, entre autres, l'agence Science Presse et plein d'autres programmes du gouvernement fédéral, Magazine Québec Science Découverte, qui joue un rôle fascinant le dimanche soir à Radio-Canada et les émissions à la radio de Radio-Canada première. Est-ce qu'il y en a des questions du public en ligne depuis 12h30? Voilà, on va entendre peut-être 1 ou 2 questions du public. Oui, merci. J'aurais 3 questions de la part du public. La première, ce serait sur l'Afghanistan, dont on a un petit peu parlé aujourd'hui. La question porte en fait sur le fait que l'Afghanistan a toujours été au carrefour d'intérêts économiques et géopolitiques assez concurrents, notamment vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde. Et donc, on sait que la Russie et la Chine se sont déjà projetées en Afghanistan. Et donc, la question que, j'imagine, vous concerne surtout vous, Monsieur Massy, ce serait comment envisagez-vous le rôle du Canada en Afghanistan une fois le retrait des troupes internationales, même si, vous l'avez dit, le Canada est parti déjà depuis 2014. Et puis comment travaille aujourd'hui le Canada avec ses partenaires, avec notamment les États-Unis, sur cette question afghane. Une deuxième question, je sais qu'il nous reste 8 minutes, porterait sur la question climatique. Donc ça s'adresserait plutôt à vous, Madame. On a beaucoup parlé des rapports Chine, États-Unis, Canada sur la question climatique. Vous avez rappelé nos objectifs de réduction de 40% dans les 9 prochaines années. La question que je vous pose à la suite de la réélection d'un nouveau gouvernement libéral minoritaire, ce serait de quelle marge de manœuvre va disposer le nouveau gouvernement en interne et avec ses partenaires internationaux pour faire respecter les engagements environnementaux du Canada en matière environnementale. Et puis, on en aurait une dernière toute petite question sur les migrations, les déplacements de personnes et les réfugiés. On en a peu parlé aujourd'hui, mais la question, ce serait dans quelle mesure peut-être les réseaux sociaux, l'hyperconnexion Internet, la possibilité de suivre en ligne les crises humanitaires a un impact sur la politique humanitaire et sécuritaire du Canada, en fait, dans sa gestion des crises humanitaires. Merci beaucoup. Dianabé Nidaye, pardon,
Dienaba Nidaye, je te laisse répondre à la dernière question. 2 minutes chacun pour répondre aux 3 questions. Merci. Oui, merci beaucoup, Patrick. En fait, on vient juste de mentionner l'importance de donner des informations avec de bonnes sources là, qui permettent, que ce soit nos étudiants ou la population, de pouvoir chercher, non seulement de comprendre les réalités, donc exactement la même chose quand il s'agit de l'action humanitaire du Canada à l'international, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui sont exilés pour des raisons de conflit, de violence, entre autres. Alors, le rôle des réseaux sociaux, l'interaction qui existe entre la politique migratoire ou la politique sécuritaire du Canada, on est quand même dans 2 perspectives. On a la politique migratoire en tant que telle qui est élaborée. On a une politique sécuritaire qui permet au Canada comment on appelle ça, de sécuriser ses frontières, que ce soit avec les États-Unis ou les frontières maritimes, entre autres. Moi, je considère que l'impact est quand même assez important, que le Canada pouvait se prévaloir de ces nouveaux moyens, et je pense qu'ils le font déjà, certains organismes le font déjà, pour tout de suite déployer sur le terrain, en fait, des réponses. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, quand on parle d'action humanitaire. On parle de réaction rapide, de réaction coordonnée, etc. Et dans mes recommandations, Patrick, j'avais émis l'idée de mettre en place un comité, une structure conjointe qui regrouperait des ministères, entre autres, différents acteurs, et on pourrait avoir une veille aussi, là, l'information est quand même, c'est vrai, elle est disponible. Donc, quand un conflit s'éclate très, très rapidement, on voit dans les réseaux sociaux que les gens commencent à réagir. On voit même les images, en fait. Donc, on vit de façon continue, en fait, la crise qui existe dans tel ou tel pays. Donc, moi, je pense que c'est l'impact, on pourrait avoir un impact positif. C'est vrai qu'il y a des impacts négatifs dans la mesure où il y a de fausses informations qui circulent, mais je pense que le Canada pourrait exploiter, en fait, ces réseaux sociaux-là dans le cadre d'un comité de veille, entre autres, pour répondre aux besoins de protection humanitaire. Merci. Oui, avec TikTok en particulier, qui a dépassé Instagram et Facebook depuis au moins 2 ans. Maya, sur la question climatique? Exactement. Oui, sur la marge de manœuvre du gouvernement, comme j'avais mentionné, le programme des libéraux était comme assez détaillé. C'était aussi modéliser puis tester si c'est faisable. Donc, il y a certaines économies qui pensent que c'est faisable. Et dans ce sens-là, ça reste après une question de volonté politique, de courage politique, de vraiment aller de l'avant et mettre en œuvre les politiques. Puis je pense là, il y a quand même des domaines où on peut s'attaquer. Donc, si on regarde là où les émissions montent le plus rapidement, c'est dans le domaine des transports. Et puis, je pense c'est vraiment une question, pour moi, de courage politique. Peut-être aussi qu'on s'attaque une fois des domaines qui sont politiquement délicats, sensibles. C'est le dernier mandat, très probablement, de Justin Trudeau. Puis s'il veut laisser un héritage, s'il veut dire qu'il veut être celui qui fait quelque chose pour contrer les changements climatiques, il pourrait peut-être se mettre de l'avant et essayer de faire ces choses. Dernière question, Justin, sur l'Afghanistan. Merci. Oui, donc rapidement, je m'attends à 3 choses. Premièrement, la politisation de la non-reconnaissance du régime afghan, donc qui est dominé bien sûr par les talibans. Tous les partis politiques ont dit on ne va pas reconnaître ce gouvernement, comme on ne reconnaît pas celui de l'Iran, et ça n'aide pas plus nos relations avec l'Iran d'ailleurs. En 2015, Justin Trudeau voulait renouer les relations diplomatiques avec l'Iran pour cette même raison-ci. On risque de reproduire la même chose. Deuxième chose, on risque de conditionner l'aide canadienne, qui est massive, à l'Afghanistan. On l'a vu avec l'appui du G7 là-dessus, d'ailleurs, en échange d'un certain respect, par exemple, de protection des droits humains, dont les femmes et les enfants en Afghanistan. Donc, on risque d'utiliser ça un peu comme moyen de négociation pour influer un peu sur la manière dont les talibans vont gérer leur situation interne, mais ça risque d'être peu, justement, vis-à-vis du soutien chinois et russe à l'Afghanistan, qui, eux, ne pourront pas mettre ce genre de conditions à leur aide internationale à l'Afghanistan. Et troisièmement, malheureusement, je m'attends à ce qu'on recommence les mêmes erreurs, c'est-à-dire de renverser un régime, de le former ensuite, de l'équiper militairement et d'espérer pouvoir quitter sans que tout s'effondre. C'est ce qui se passe présentement en Irak. Donc, la dernière fois que les États-Unis se sont retirés d'Irak en 2011, 3 ans plus tard, le régime a fait face à l'État islamique et a dû à nouveau demander de l'aide internationale. Le Canada y est encore présent avec 500 soldats dans une mission qui risque de se prolonger, dont on n'a pas parlé pendant la campagne électorale. Et je m'attends à ce que ce soit la même chose, difficilement
qu'on puisse difficilement s'en sortir sans que ce régime puisse survivre vis-à-vis des nombreuses menaces sur son territoire. Alors, merci à vous 5 panélistes, Justin Massy, Benoît Barbeau, Frédéric Gagnon, Maya Yegen et Nedeye Dienaba Nidaye. Merci beaucoup. Et François Audette, le mot de clôture, à toi. Alors, écoutez, tout a été dit, mais ô combien de défis ces prochaines années, pas juste pour le Canada, mais clairement pour la planète. On sera là, on sera au rendez-vous. Les professeurs, les chercheurs de l'UQAM, mais de partout, je crois que vos propos ont mis de l'avant l'importance des données probantes, l'importance de la science, l'importance aussi quand même de vulgariser cette science-là au public, aux élus, et je pense que modestement, c'est ce qu'on a fait quand même aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui et je vous en remercie énormément. J'espère que là où vous êtes, vous l'avez aussi apprécié. Ça a été, de mon côté en tout cas, extrêmement enrichissant et j'ai bien aimé les regards croisés. Ça démontre aussi l'importance de la multidisciplinarité pour l'analyse de contextes extrêmement complexes. Évidemment, on en aurait pris pour 3 jours. Je sais, Justin, c'est pas suffisant 5 minutes pour parler de l'Afghanistan. On en fera un juste sur l'Afghanistan. En fait, on reprendra chacun de vos éléments pour en reparler plus tard cette année. J'en suis convaincu que nous aurons l'occasion de le faire, évidemment. Patrick, merci énormément de t'être prêté au jeu. Et je remercie évidemment toute l'équipe derrière de l'IEIM, Catherine, Caroline et l'ensemble des équipes techniques derrière aussi au niveau des médias également. Je tiens à souligner que c'était le dernier événement de notre coordonnatrice aujourd'hui. Catherine, tu vas nous manquer. Mais écoutez, on sait que tu ne pars pas pour bien loin. Alors voilà, je vous remercie. Je vous invite à évidemment vous inscrire à notre bulletin pour les prochains événements de l'IEIM. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.